Bienvenue dans l'épisode 1, cet épisode sera un petit peu particulier car ce sera en 4 vidéos, donc une vidéo par semaine, tous les dimanches à 10h. Je vous présente le petit sommaire. Voilà, maintenant on va commencer. Bonjour peut-être, non, c'est trop demandé. Bah bonjour. Très bien. Donc, comme mon collègue l'a expliqué juste avant, cet épisode portera tout simplement sur l'histoire du vin avec un grand I. Irrattrapable. Les premières traces de vin ont été retrouvées en moins 6000 avant Jésus-Christ en Géorgie, et oui, dans le croissant fertile, autrement appelé la Mésopotamie, tout simplement. Parmi ces premières traces, le Qvevri, ça s'écrit comme ça, est une jarre en terre cuite qui est grosso modo l'ancêtre du barrique, pouvant contenir entre 300 et 3500 litres, ce qui est énorme. C'est pas si énorme que ça. C'est ce que je bois dans la semaine, quoi, c'est pas... Donc la jarre était mise sous terre avec du mou de raisin, enfin du jus de raisin à l'intérieur, qui allait fermenter bien sûr avec le temps. Le fait qu'elle soit sous terre permettait qu'elle reste à une température stable. Après sa découverte en Mésopotamie, les Grecs et les Romains de l'Antiquité, ils ont accordé une très grande place au vin dans leur vie, ce qu'ils utilisaient pour des rituels ou des usages religieux. Ameno. Donc c'est ainsi qu'il est devenu un élément majeur de la civilisation occidentale. Donc on peut évoquer les noms du dieu du vin, qui étaient Dionysos pour les Grecs et Bacchus pour les Romains. En fait, les Romains ont repris le dieu grec, ils l'ont juste changé de nom de Bacchus, en fait. Parce que les Romains, ils avaient pas envie de s'emmerder, quoi. C'est tout. Voilà. Au Moyen-Âge... Juste entre les deux périodes, non, y a rien. Au Moyen-Âge, c'était les moines qui continuaient à faire le vin. Donc, ils ne sont pas contentés de faire du vin, mais ils ont surtout amélioré le vin. Donc, on va parler des cisterciens de Bourgogne, qui ont été les premiers à étudier le sol de la Côte d'Or, donc un département de la Bourgogne, je pense que vous le savez, qui ont transformé les vignobles en expérimentant la taille, par exemple, en choisissant les parcelles, et ils ont entouré ces parcelles de murs. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les clos, tout simplement. Vers 1660... Juste entre les deux périodes, non, y a rien. Vers 1660, les vins de Bordeaux se mirent à produire un nouveau type de vin, en utilisant des pratiques qui sont maintenant courantes, mais qui à l'époque n'étaient pas du tout courantes. Donc, ils utilisaient un petit rendement, une sélection attentive, et ils avaient surtout beaucoup de rigueur dans la vinification et l'élevage du vin. Ce qui a donné à ce vin une qualité supérieure à tous les autres vins qu'on pouvait produire à cette époque-là. Donc, entre 1950 et 1980, en fait, beaucoup de régions viticoles ont fait leur apparition. Donc, on va notamment parler de l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Maintenant, il y a la Chine, le Japon. Toutes ces zones viticoles n'existaient pas avant. Et donc, comme a dit mon collègue, de nos jours, grosso modo, tous les pays pratiquement font du vin. Peut-être pas le Groenland, hein, mais voilà. Mais la Suède, même Tahiti fait du vin, ce qui donne des chiffres astronomiques. Et j'ai pu relever un bilan qui a été fait par l'OIV, l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin. Ce bilan datant de 2018 révèle que la production de raisins mondiale atteint 78 millions de tonnes et que la production de vin est évaluée à 292 millions d'hectolitres, mais également que les échanges mondiaux atteignent 108 millions d'hectolitres, ce qui représente 31 milliards d'euros en valeur. Rien que ça. Mais l'OIV a également fait un Top 5 des producteurs de vin mondiaux. C'était quoi cette... Numéro 5, Argentine, 13 millions d'hectolitres. Non mais c'est bon, ça fait mon boulot à ma place en fait là. Numéro 4, États-Unis, 23,6 millions d'hectolitres. Putain, ça m'énerve. Numéro 3, Espagne, 34,3 millions d'hectolitres. Putain, mais c'est qui a fait ce top 5 de merde là? Numéro 2, France, 41,9 millions d'hectolitres. Je te jure, si je retrouve le montant, je défonce ça. Numéro 1, Italie, 46,6 millions d'hectolitres. Ok... La France compte plus de 50 régions viticoles. Parmi les plus connues, nous avons la Côte de Beaune et la Côte de Nuits, en Bourgogne, le Rhône septentrional et méridional dans la vallée du Rhône, et enfin le Médoc, Grave ou Sauternes en région bordelaise.
Les vins français les plus chers, les plus rares, les plus exceptionnels viennent de ces régions. Les passionnés de vin du monde entier s'arrachent ces vins à prix d'or. Ça va, Julien? En France, on trouvera plusieurs appellations contrôlées. Parmi les plus connues, on trouve du coup l'AOC, qui est un vin produit en France accompagné d'un cahier des charges à respecter et qui a obtenu un avis favorable à l'INAO. On a aussi l'IGP, donc l'indication géographique protégée, qui est soumise à un cahier des charges moins restrictif que l'AOC, mais il y a toujours un cahier des charges à respecter. Et enfin, AB, qui désigne un vin biologique, donc issu de l'agriculture biologique, donc les vignes n'ont pas été traitées par des pesticides. Julien, un truc à rajouter? Bon, eh bien, merci à tous d'avoir regardé l'épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie de la vidéo, qui portera cette fois-ci sur les chômeurs en France. Non, pardon, sur la vigne. Merde, je suis trompé de fiche. Non, ça sera bien sur la vigne. Pardon. Donc voilà. À plus. Mais ils se foutent de ma gueule, il en manque un. Non mais, c'est pas possible. Allô? Vous foutez quoi? Julien? Théo? Allô? Putain, je pense que je vais en virer un.